Une balle peut tuer un corps, mais elle n'arrête pas une idée quand elle a déjà circulé de village en village et jusque dans les rues. Là où l'on croyait qu'en retirant un homme tout s'effondre, la menace peut produire l'inverse. Elle soude les rangs, déplace la peur et transforme une attaque annoncée en signal politique. Alors, que reste-t-il quand Ibrahim Traoré affirme ne pas être un sauveur, mais le porte-voix d'une dignité qui refuse de s'agenouiller? Si cette logique tient, le retour en arrière commence maintenant, sans promesse de confort. Ici, l'enjeu n'est pas de célébrer un homme, mais de comprendre une mécanique. Quand un pouvoir extérieur menace, il vise aussi l'imaginaire collectif. Comprendre ce discours aide à lire les pressions sans panique. Le récit insiste sur une rupture avec la logique du sauveur et sur l'idée que la parole survit à la disparition d'un visage. Il décrit la peur comme une arme répétée. Peur de la pauvreté, de l'instabilité, de l'isolement, des sanctions, puis la décision de ne plus gouverner à genoux. Dans les minutes qui suivent, il faudra suivre trois fils. Comment l'unité civile-soldat est présentée comme bouclier, comment la jeunesse est appelée à bâtir ici, et comment la richesse du pays est opposée à l'appauvrissement des gens. L'auditeur entend aussi une thèse simple. La dignité coûte cher, mais l'asservissement coûte davantage en identité et en génération. Ce cadre sert de grille de lecture pour Ibrahim Traoré Burkina Faso sans transformer l'écoute en slogan. Des millions de personnes sont invoquées dès l'ouverture, pas pour amplifier un effet, mais pour déplacer le centre de gravité. En quelques minutes, le discours renverse l'équation habituelle. Retirer un homme n'arrête rien quand l'idée s'est déjà diffusée largement. Le mini-révélateur tient en deux propositions simples. Premièrement, la peur est décrite comme une arme répétée depuis des décennies, recyclée sous des noms différents, mais avec la même fonction. Deuxièmement, cette arme cesse d'agir lorsque l'individu comprend qu'il n'est pas seul. À partir de là, le propos s'élargit sans chiffres techniques, mais avec un volume humain clair. Des foules, des villages, une jeunesse entière, des mères, des soldats, des travailleurs. L'addition n'est pas statistique, elle est cumulative. Le contexte est celui d'un pays présenté comme riche par ses terres et son travail, mais l'appauvrit dans ses habitants. Cette dissociation sert de clé de lecture. Elle permet d'affirmer que la pauvreté n'est pas une fatalité individuelle, mais le résultat d'un système décrit comme déséquilibré. Dans cette trame, Ibrahim Traoré n'est pas posé comme l'origine du mouvement. Il se place explicitement en aval, héritier de luttes antérieures, témoin plus qu'architecte. Un détail revient avec insistance. La frontière symbolique franchie. Une fois passée, il n'y aurait pas de retour possible. Le leadership n'est plus localisé dans un bureau, mais disséminé dans des gestes ordinaires. Cette délocalisation est stratégique. Elle rend la menace personnelle inefficace et transforme toute tentative de neutralisation en catalyseur. Le discours s'inscrit aussi dans une mémoire régionale. Il rappelle une histoire connue en Afrique, des dirigeants écartés lorsque le contrôle vacille. Mais ici, la différence revendiquée tient au regard collectif. Cette fois, les gens regardent, suggère-t-il, non comme une garantie, mais comme une variable nouvelle. Ainsi se dessine le cadre général, une parole qui nie l'exception individuelle, refuse la posture du martyr et affirme que la continuité dépend d'un choix partagé. La question suspendue devient alors concrète. Que produit un pays quand la peur cesse d'être crédible? Le texte s'appuie sur des figures ordinaires pour donner chair à l'argument. Il ne s'agit pas de portraits détaillés, mais de silhouettes répétées. La mère qui nourrit avec peu, le soldat équipé de moyens limités, l'étudiant qui refuse un avenir dépendant. Ces personnages ne sont pas décoratifs, ils servent de guides implicites, montrant comment une idée abstraite se traduit en choix concrets. Un premier impact précoce apparaît dans la relation civile-militaire.
Le discours insiste sur une unité rarement mise en avant, décrite comme un rempart contre la division. Cette image suggère un basculement immédiat. La loyauté ne se négocie plus par intérêt, mais par appartenance commune. Le message est simple mais efficace car il renvoie à des épisodes récents où la fragmentation avait facilité l'ingérence. Un second impact touche la jeunesse. Elle est interpellée directement, non comme un public passif, mais comme un acteur appelé à bâtir sur place. Le guide n'est plus un chef, mais une orientation. Rester, créer, diriger, ici. Cette injonction inverse un récit ancien selon lequel la réussite serait ailleurs. Enfin, l'impact se lit dans le quotidien économique. Le texte oppose la richesse du sol et du travail à la pauvreté vécue. Cette opposition prépare la suite du raisonnement. Si la cause n'est pas naturelle, elle peut être corrigée. Le guide narratif devient alors une idée force. La dignité commence quand l'on cesse de se blâmer individuellement. Et l'idée à retenir est simple. Quand des choix ordinaires deviennent cohérents, la peur perd sa fonction. Avant, la menace suffisait. Une rumeur de sanction, un signal de pression extérieure, et l'ordre revenait. Après, le texte décrit une séquence différente structurée en trois temps: activation, montée en tension, puis rémanence. L'activation commence par une parole assumée, dite sans détour, qui annonce que la peur ne gouvernera plus. Ce premier geste n'est pas spectaculaire, mais il rompt un automatisme ancien. La montée en tension suit immédiatement. Les avertissements s'accumulent, les scénarios de chaos sont évoqués, les risques sont nommés un à un: isolement, appauvrissement, instabilité. Le discours ne nie pas ces dangers. Il les reconnaît, puis les retourne. La logique est frontale. La souffrance existe déjà, donc elle ne peut plus servir de levier de chantage. Ce renversement est central, car il prive la menace de son efficacité émotionnelle. Vient ensuite le moment du choix collectif. Le texte insiste sur une scène clé: lorsque la pression augmente, civils et soldats ne se font pas face, ils se tiennent côte à côte. Ce détail est répété, presque martelé, car il marque le point de bascule. Là où la division était attendue, l'unité apparaît. La tentative de déstabilisation échoue non par la force, mais par la cohérence du camp intérieur. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un stratège isolé. Il se décrit comme le produit d'un apprentissage collectif nourri par des expériences de résistance antérieures. Cette posture réduit la personnalisation du conflit. Elle transforme la confrontation en processus plutôt qu'en duel entre individus. La rémanence constitue le troisième temps. Une fois la crise immédiate passée, le discours affirme que quelque chose demeure. La peur ne disparaît pas complètement, mais elle change de statut. Elle n'est plus une consigne venue d'en haut, elle devient une émotion gérable, partagée, discutée. Ce glissement est décisif. Il explique pourquoi le texte insiste sur la continuité. Même si la voix centrale venait à se taire, la dynamique enclenchée continuerait. Un autre élément s'insère dans cette chronologie: la mémoire régionale. Le discours rappelle que des scénarios similaires se sont produits ailleurs, avec des leaders neutralisés lorsque le contrôle échappait. Mais ici, la leçon tirée est différente. La prévention passe par la diffusion de la responsabilité. Plus il y a de porteurs du message, moins il est vulnérable. La fin de la séquence n'est pas triomphale. Elle reste sobre. Elle affirme simplement que le retour à l'ancien ordre est devenu impraticable. Non par décret, mais parce que trop de personnes ont franchi un seuil mental. C'est ce résidu, cette trace persistante, qui constitue le véritable événement de cette chaîne. Au point de départ, la peur fonctionne comme une variable constante. Elle est invoquée, transmise, puis intériorisée jusqu'à devenir un réflexe collectif. Après la prise de parole, le discours décrit un changement de valeur. Cette peur ne disparaît pas, mais elle cesse d'ordonner les comportements.
La différence entre avant et après n'est donc pas chiffrée en pourcentage, elle est mesurée par des effets observables dans les choix et les alignements. Un premier signe apparaît, le langage de la menace perd de sa portée. Les avertissements restent présents, sanctions, isolement, pauvreté, mais ils ne déclenchent plus automatiquement la soumission. La preuve avancée est qualitative mais répétée. Nous avons déjà souffert. Cette répétition agit comme une ligne de base. Si la souffrance est déjà intégrée à l'expérience collective, elle ne peut plus être utilisée comme promesse dissuasive. La valeur marginale de la menace baisse. Un deuxième signe se lit. La cohésion civile-soldat. Le texte insiste sur un fait précis, martelé sous plusieurs formes. Lorsque le moment critique arrive, l'armée ne se retourne pas contre la population, et la population ne se détache pas de l'armée. Ce point n'est pas décoratif. Dans les récits de déstabilisation, la rupture entre ces deux blocs est généralement le facteur décisif. Ici, l'absence de rupture devient une donnée centrale. Elle sert de mesure indirecte. Là où la division était attendue, l'unité se maintient. Un troisième signe se dessine, la redistribution symbolique du leadership. Le discours affirme que la direction n'est plus localisée dans un bureau ou un individu, mais disséminée dans des actes ordinaires. Cette dispersion est présentée comme un mécanisme de résilience. Plus le leadership est diffus, moins il est vulnérable à une neutralisation ciblée. C'est un raisonnement structurel, pas émotionnel. Ces trois éléments forment une chaîne logique. La peur perd son efficacité, l'unité résiste à la pression et le leadership se dilue volontairement. Ensemble, ils produisent un delta narratif clair entre l'ancien fonctionnement et le nouveau cadre proposé. Ibrahim Traoré s'inscrit dans cette démonstration non comme variable principale, mais comme point de référence. Sa possible disparition est intégrée au raisonnement, non pour dramatiser, mais pour tester la solidité du système décrit. Un point mérite attention. L'absence volontaire de chiffres précis. Ce choix n'est pas une faiblesse méthodologique, mais une stratégie rhétorique. Le discours vise des comportements, pas des indicateurs macroéconomiques. Il cherche à modifier des anticipations, pas à publier un bilan. La conclusion de cette section est donc mesurable autrement. Si la peur ne parvient plus à isoler, si la division ne s'active pas, et si la responsabilité se partage, alors le rapport de force change sans annonce formelle. La preuve n'est pas dans une statistique, mais dans la répétition cohérente de décisions alignées. L'argument le plus solide contre ce discours tient en deux points. D'abord, l'idée que la rhétorique de la dignité masque des risques matériels immédiats. Selon cette lecture, refuser la peur ne supprime ni les sanctions possibles, ni l'isolement diplomatique, ni les contraintes économiques. La posture serait moralement forte, mais stratégiquement fragile, exposant la population à des coups qu'un langage plus conciliant pourrait amortir. Le second argument affirme que la personnalisation reste inévitable. Même si le discours nie la figure du sauveur, la focalisation médiatique sur un leader crée de fait une dépendance symbolique. En cas de disparition ou de neutralisation, l'élan pourrait se fragmenter faute de structures formelles capables de prendre le relais rapidement. L'histoire régionale offre des précédents où l'unité proclamée s'est dissoute une fois la pression maximale revenue. La réponse du texte ne balaie pas ces objections. Elle les intègre, puis les retourne. Sur le premier point, il ne promet pas l'absence de coût. Au contraire, il reconnaît explicitement que la liberté est chère et exige des sacrifices. Mais il introduit une comparaison décisive. L'asservissement coûterait davantage en dignité, en identité et en génération perdue. Le calcul proposé n'est pas de court terme. Il déplace l'échelle d'évaluation du confort immédiat vers la soutenabilité morale et sociale. Sur le second point, la réponse est structurelle. Le discours insiste sur la diffusion du leadership comme mécanisme de protection.
En affirmant que la direction se manifeste dans des choix quotidiens, refuser la trahison, rester, construire, il tente de réduire la dépendance à une figure unique. Ibrahim Traoré n'est pas présenté comme un pivot indispensable, mais comme un témoin temporaire d'un mouvement plus large. Sa vulnérabilité est utilisée comme test logique. Si le système tient sans lui, alors il est réel. Cette section ne nie donc pas les risques. Elle affirme que le pari consiste précisément à les affronter sans céder à la paralysie. La force du raisonnement ne réside pas dans une promesse de sécurité, mais dans la cohérence entre discours, choix et anticipation des chocs. À ce stade, ce n'est plus une protestation, c'est une bascule durable. Le cœur du message change ici de nature. Il ne s'agit plus de résister à une pression ponctuelle, mais de refuser un cadre mental ancien. Le discours affirme que la ligne a déjà été franchie et que la question n'est plus que vont-ils faire, mais qui décidons-nous d'être. Cette révélation intermédiaire repose sur un déplacement subtil. La peur n'est plus combattue frontalement. Elle est rendue obsolète par une redéfinition de l'identité collective. Lorsque l'on accepte que la souffrance fait déjà partie de l'expérience, la menace perd son statut d'exception. Elle devient un coup parmi d'autres, non un veto absolu. À ce point du récit, Ibrahim Traoré est évoqué comme une variable assumée, non protégée. Sa possible disparition est intégrée sans pathos, presque comme un scénario de stress test. L'argument est net. Si tout dépend d'un homme, alors rien n'est solide. Si tout dépend d'un choix partagé, alors la continuité est possible. Le changement de cadençage est volontaire. Le texte ralentit, insiste et installe une certitude inconfortable. Ce n'est pas l'absence de danger qui marque le tournant, mais l'acceptation lucide de ses conséquences. À partir de là, la trajectoire ne vise plus l'évitement, mais la cohérence. Les effets décrits ne restent pas au niveau du discours. Ils sont projetés vers 4 groupes distincts, chacun touché différemment par le changement de cadre proposé. Pour l'État d'abord, la conséquence principale est une redéfinition de la légitimité. Le pouvoir n'est plus présenté comme dérivé d'un appui extérieur ou d'une reconnaissance conditionnelle, mais comme le prolongement d'une adhésion interne. Cette bascule n'abolit pas les contraintes, mais elle modifie la source d'arbitrage. Les décisions sont justifiées par la cohérence avec une ligne de dignité assumée, non par l'anticipation des réactions externes. Pour les acteurs économiques locaux, la conséquence est ambivalente. À court terme, l'incertitude augmente. Les menaces de sanctions et de rupture de partenariat sont nommées explicitement, mais le discours introduit un contrepoint. La richesse du pays existe déjà dans la terre, le travail et les ressources. Le problème n'est pas l'absence de valeur, mais sa captation. Cette lecture ouvre un espace mental nouveau pour les entreprises locales, appelées à penser production et transformation sur place, même dans un environnement plus rude. Pour la population, l'effet est plus immédiat et plus intime. Le texte insiste sur un déplacement de responsabilité. La pauvreté n'est plus décrite comme un échec personnel, mais comme le produit d'un système. Ce déplacement n'efface pas les difficultés quotidiennes, mais il modifie la manière de les interpréter. La honte individuelle recule, remplacée par une lecture collective. Ce changement est présenté comme un préalable à toute mobilisation durable, car il restaure une forme de respect de soi. Pour la région enfin, le discours projette un signal. Il s'inscrit dans une histoire ouest-africaine où des tentatives similaires ont souvent été étouffées. La nouveauté revendiquée tient moins à la radicalité qu'à la visibilité. Cette fois, les gens regardent devient une variable stratégique. Le cas n'est plus isolé. Il est observé, comparé, discuté. Cette exposition accroît les risques, mais elle augmente aussi les coûts politiques d'une intervention brutale. Dans cette projection, Ibrahim Traoré apparaît comme un point de convergence, non comme un garant.
Il incarne la parole à un moment donné, mais le texte répète que les effets recherchés doivent survivre à sa présence. La conséquence ultime est donc conditionnelle. Si ces quatre groupes internalisent le même cadre, alors la pression externe change de nature. Elle ne disparaît pas, mais elle cesse d'être décisive. Le propos ne promet pas un gain rapide. Il annonce un déplacement lent, coûteux, mais potentiellement structurant. La question qui reste en suspens est simple: combien de temps cette cohérence peut-elle tenir face à des chocs répétés? Trois trajectoires sont implicitement ouvertes pour les mois à venir, sans promesse ni prophétie. Le premier scénario, dit de base, suppose une continuité sous tension. Les pressions extérieures persistent, les marges économiques restent étroites, mais le cadre mental posé tient. Les décisions sont prises avec prudence, parfois au, au prix de lenteur, et l'unité interne devient un capital à préserver au quotidien. Dans ce cas, le principal risque n'est pas l'effondrement, mais l'usure progressive si la cohérence n'est pas entretenue. Le scénario optimiste repose sur un enchaînement conditionnel. Si la cohésion civile-militaire se maintient, si la jeunesse trouve des espaces concrets pour créer et produire, et si la redistribution symbolique du leadership se traduit en pratiques locales, alors un effet d'entraînement peut apparaître. Il ne s'agirait pas d'une croissance spectaculaire, mais d'un regain de confiance interne. Cette confiance, à son tour, pourrait attirer des partenariats plus équilibrés, fondés sur l'intérêt mutuel plutôt que sur la dépendance. Le scénario pessimiste, enfin, ne nie pas la force du discours, mais souligne ses vulnérabilités. Une accumulation de chocs, économiques, sécuritaires ou diplomatiques, pourrait fissurer l'unité. La fatigue sociale, combinée à des attentes trop élevées, risquerait de transformer la dignité en frustration. Dans ce cas, le récit resterait puissant, mais déconnecté de la capacité à absorber les coups immédiats. Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils fonctionnent comme une boussole intellectuelle. Le texte invite à une recommandation simple: évaluer chaque décision non par son confort immédiat, mais par sa cohérence avec l'identité revendiquée. Si cette règle tient, les écarts peuvent être corrigés. Si elle cède, même le meilleur discours perdra sa force structurante. À ce stade, le discours cesse de parler uniquement d'un pays pour atteindre ceux qui écoutent où qu'ils soient. Il propose une translation personnelle. Que signifie la dignité quand elle n'est plus un slogan mais une contrainte quotidienne? Pour un premier groupe, celui des citoyens ordinaires, l'effet recherché est un déplacement du regard. Les difficultés ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être interprétées comme des fautes individuelles. Cette relecture peut alléger la charge morale et ouvrir un espace pour l'action collective, même modeste. Pour un second groupe, celui des jeunes en particulier, l'interpellation est plus directe. Le texte refuse l'idée que l'avenir se trouve nécessairement ailleurs. Il suggère que rester, créer et diriger localement n'est pas un choix par défaut, mais un acte politique en soi. Cette perspective ne garantit ni succès rapide ni confort, mais elle redéfinit la notion même de réussite. La valeur n'est plus mesurée par l'approbation externe, mais par l'utilité concrète et la cohérence avec un lieu. Un troisième groupe est implicitement visé: ceux qui observent sans s'engager, convaincus que les rapports de force les dépassent. Pour eux, le message n'est pas une injonction héroïque, mais une invitation à reconnaître leur propre rôle. Le discours rappelle que l'inaction n'est pas neutre. Elle entretient les cadres existants autant que les décisions visibles. Deux gestes simples émergent en filigrane. D'abord, refuser la honte comme mode d'explication de soi. Ensuite, relier ses choix quotidiens à une logique collective, même imparfaite. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils constituent la matière première de la continuité évoquée plus tôt. La section ne cherche pas à convaincre par l'émotion brute. Elle pose une question silencieuse au spectateur. Si la peur perd sa fonction, quel espace reste-t-il pour votre propre décision? La solution passe par une série de petits gestes.
chacun mesurable dans son impact immédiat. Le premier geste consiste à redéfinir ce qui est considéré comme un sacrifice. Le discours rappelle que la liberté coûte cher, mais il insiste également sur un point crucial. L'asservissement coûte davantage, à la fois en dignité et en génération. Ce qui est proposé ici n'est pas un chemin exempt de douleur, mais un chemin dont le prix est jugé plus supportable à long terme. Le deuxième geste, essentiel, consiste à de prendre conscience que le leadership ne se trouve pas dans une figure individuelle. Au contraire, il se révèle dans la diversité des choix, dans l'adhésion collective à des principes communs. Cela signifie que chacun doit accepter une part de responsabilité, aussi modeste soit-elle. Les décisions quotidiennes, aussi banales soient-elles, contribuent à la construction de ce mouvement plus vaste. Il n'y a pas de rôle réservé pour un héros. Tout le monde est invité à prendre sa place. Un troisième geste suit: l'action locale. La terre, les ressources, les talents sont déjà présents. Ce qui manque, c'est la transformation interne des mentalités et des pratiques. La solution réside dans l'adoption de pratiques autonomes, en pensant la production et la distribution localement. Il ne s'agit pas de se couper du monde extérieur, mais de refuser de laisser les bénéfices de ce monde s'échapper. Enfin, la dernière étape consiste à maintenir cette dynamique. La cohérence est essentielle. Elle ne garantit pas une tranquillité immédiate, mais elle crée une résilience face aux pressions futures. C'est ainsi que l'action continue. Chaque individu, chaque geste compte. Le discours revient une dernière fois à la figure d'Ibrahim Traoré, non comme un héros, mais comme un reflet de l'effort collectif. Ce qui était perçu comme une tentative de défi individuel devient la cristallisation d'un mouvement plus vaste qui dépasse l'individu. Ainsi, la fin n'est pas une fin, mais une invitation à continuer à relier les petites actions quotidiennes à un changement fondamental de perspective. Dans cette dernière partie, la notion de dignité se reforge. Elle n'est plus abstraite, mais incarnée dans les gestes des gens, dans leurs choix quotidiens. La véritable question n'est plus: que puis-je accomplir seul, mais que puis-je accomplir avec d'autres en construisant ensemble. Ce retour à l'individu, tout en renforçant le collectif, est l'essence même de cette révolution silencieuse. Le message final appelle à l'action sans grande annonce, mais par un retour simple à une vérité fondamentale. L'avenir de chaque nation dépend de la décision collective d'un peuple. Si cette décision est partagée, la continuité est assurée, même face aux plus grandes adversités. La dignité, bien plus que la survie, devient le moteur de ce mouvement irréversible. Là où d'autres verraient une promesse brisée, il y a une invitation, celle de reconnaître que la liberté n'est pas une victoire, mais un processus, un chemin constamment redéfini par ceux qui marchent dessus. Ibrahim Traoré, dans sa posture et dans ses mots, n'est pas une figure à vénérer, mais un signe parmi d'autres que tout peuple peut se réapproprier son destin. Le vrai défi n'est pas d'attendre un sauveur, mais de se lever pour prendre part à ce qui se construit chaque jour dans les actions les plus simples, mais aussi les plus subversives. Ce message n'est pas réservé à une élite, mais à chacun d'entre nous. L'appel est clair. Si vous êtes prêt à participer à ce changement, à investir votre propre temps et vos propres gestes dans ce mouvement, alors vous contribuez déjà. Il n'y a pas de destination précisée, mais une direction à suivre ensemble. L'avenir n'appartient pas à un seul, il appartient à ceux qui refusent de se soumettre aux lois imposées et qui choisissent chaque jour de lutter pour leur dignité. Et maintenant, que ferez-vous